Le matin du 19 juin 1942, le pont d'envol de l'USS Enterprise bourdonnait d'une activité incessante. Le vent chaud du Pacifique faisait vibrer les câbles et les gréements, tandis que les Wildcats F4F attendaient sur la piste, moteur rugissance. À l'intérieur du cockpit, le lieutenant John Thach ajustait ses lunettes de vol et vérifiait ses instruments avec une précision obsessionnelle. Il savait que chaque mouvement, chaque décision, chaque fraction de seconde compterait. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. L'ennemi approchait, les pilotes japonais, dans leur Redoutables Mitsubishi. A6M0 avaient jusqu'à présent semblé invincibles. Depuis l'attaque de Pearl Harbor et les batailles qui avaient suivi, les héros avaient accumulé des victoires écrasantes, laissant les pilotes américains impuissants face à leur maniabilité et leur vitesse. Mais Thach avait élaboré un plan, une tactique qui pourrait transformer le désavantage en opportunité. La manœuvre connue plus tard sous le nom de Thach Wave. Cette manœuvre consistait à ce que deux avions américains volant en formation croisée, se protégeant mutuellement contre l'agilité extrême des héros. Si une Wildcat était attaquée, son partenaire pouvait riposter immédiatement, transformant la supériorité technique japonaise en une vulnérabilité. Ces plans n'étaient pas le produit d'une innovation technologique, mais d'une observation minutieuse et d'une compréhension approfondie de la psychologie des pilotes ennemis. Pour comprendre pleinement l'ironie de cette situation, il faut se replonger dans le contexte global. À cette époque, le Japon avait construit plus de 10 000 Zeros, chacun conçu pour dominer les cieux du Pacifique. La doctrine japonaise supposait que la qualité surpassait la quantité. Les pilotes japonais étaient des virtuoses formés pendant des centaines de heures, confiants dans la perfection de leurs machines. Mais cette confiance devint rapidement une faiblesse. Les instructeurs expérimentés étaient rappelés en première ligne et les novices étaient envoyés au combat sans une expérience suffisante. La manœuvre de Thach allait exploiter exactement cette fragilité. Les semaines suivantes, en juin et juillet 1942, furent une période d'observation et d'affinement pour le lieutenant-commandant Thach et son escadron. Les rapports des patrouilles sur la mer des Salomon révélant des schémas qui confirmaient ses soupçons. Les victoires initiales des héros reposaient autant sur la domination psychologique que sur la supériorité technique. Les pilotes, conditionnés à craindre la maniabilité de l'avion, faisaient souvent des erreurs, dépassant leur cible ou mal gérant leur énergie. La manœuvre de Thach permettait aux pilotes américains de transformer ces erreurs en opportunités. Les réunions tactiques à bord de l'USS Enterprise et de l'USS Hornet étaient minutieuses. Les officiers passaient en revue cartée et coordonnée des engagements précédents, analysant chaque motif de tir et chaque rapport de dommages. À la mi-juillet 1942, la marine avait suffisamment de données pour formaliser la tactique comme procédure standard pour tous les Wildcats opérant dans les Salomon. Deux avions volant en synchronisation, croissant leurs trajectoires, devinrent le modèle de survie face à un chasseur jadis considéré comme invincible. Les détails techniques expliquent l'efficacité de la manœuvre. Le Mitsubishi Zero, conçu pour l'agilité, portait sous les montes 37 gallons de carburant interne, limitant sa portée en combat intense. Son cadre léger permettait des roulades, rapides et des montées verticales, mais les virages soutenus à forte G-force, entraînant une perte d'énergie prévisible pour les pilotes américains. Le Wildcat F4F, en revanche, avait un moteur plus robuste et un train d'atterrissage renforcé, lui permettant d'absorber les impacts tout en conservant une maniabilité correcte. Le Wildcat ne pouvait pas surpasser le zéro en virage, mais il pouvait survivre plus longtemps, utilisant la manœuvre de Thach pour canaliser l'agression ennemie dans des arcs prévisibles. Les témoignages individuels soulignent l'effet psychologique. Le lieutenant Edward Butch, O'Hare, déjà célèbre pour ses exploits aux Philippines,
Note dans son journal le 17 juin 1942 que la panique initiale causée par l'approche des Zeros fut remplacée par une agressivité calculée une fois la manœuvre exécutée. Nous ne fouillons plus des ombres dans le ciel, écrivait-il. Nous les avons piégés. Et une fois pris, les Japonais payaient le prix de leur excès de confiance. Les pertes étaient cependant réelles. Même avec la manœuvre, certains Wildcats furent endommagés par des balles traçantes, affectant les commandes ou les réservoirs de carburant. Le lieutenant William McConnell raconta une rencontre près de Guadalcanal, un Zero, prise dans la manœuvre, tenta une montée verticale et abrupte, mais décrocha au milieu et plongea dans l'océan. La coordination humaine et le timing précis étaient essentiels pour transformer chaque situation en victoire. En août 1942, les résultats étaient indéniables. Les rapports de renseignement montraient que les escadrons utilisant la manœuvre de Thach atteignaient des ratios de destruction des zéros proches de la parité. Là où les combats précédents voyaient 3 Wildcats perdus pour chaque zéro détruit, le ratio s'inverse presque, un Wildcat perdu pour 2 zéros. Opérationnel profonde. Les Américains avaient retourné les avantages du zéro contre lui-même. La conception technique des zéros avait également sa part de responsabilité. Leur structure légère et l'absence d'armure exposaient les pilotes à chaque tir. Les combats dans les Salomon montrèrent que des dommages mineurs pouvaient provoquer la perte catastrophique de l'avion. La manœuvre de Thach exploitait cette vulnérabilité. Lorsqu'un ennemi attaquait un duo en tissage, il subissait un feu croisé du deuxième Wildcat. L'effet stratégique allait au-delà du combat immédiat. La manœuvre de Thach montra que les pilotes américains pouvaient neutraliser un avantage technologique sans nouveaux avions ni nouvelle armée. Elle illustra également un principe plus large. Dans le théâtre du Pacifique, la guerre s'est gagnée de plus en plus par l'adaptation, l'ingéniosité et la discipline coopérative plutôt que par la simple possession de technologies supérieures. Les pilotes, formés à la manœuvre de Thach, ressentiront un changement de morale et de confiance. Les lettres envoyées à leurs familles témoignaient de cette évolution subtile. De jeunes hommes qui redoutaient chaque chasseur japonais écrivaient désormais avec anticipation et coordination. Le lieutenant-commandant Thach insista sur ses succès psychologiques dans ses correspondances. Nos hommes volent désormais les yeux ouverts. Ils comprennent l'ennemi est entre eux. La survie dépend de toi. D'ici l'année 1943, l'effet cumulatif des tactiques américaines, des programmes d'entraînement rigoureux et de la production industrielle supérieure commençait à se faire sentir. Les pilotes vétérans japonais, perdus au combat, laissaient la place à des novices sous-entraînés incapables de maîtriser la maniabilité du zéro. La manœuvre de Thach n'avait pas seulement contrecarré un avion, elle avait exposé les vulnérabilités systémiques de la doctrine aérienne japonaise. Enfin, en 1944, la manœuvre fut institutionnalisée. Tous les pilotes navals américains furent entraînés à cette technique de tir croisé. Le zéro, jadis symbole d'invincibilité, devint un exemple de la fragilité et de la supériorité technologique face à une stratégie humaine disciplinée et coordonnée. Le matin du 4 juin 1942, lors de la bataille décisive de Midway, le lieutenant-commandant John Thach et son escadrille de Wildcats, F4FC retrouvant face à une escadrille japonaise de Zeros. Alors que les Zeros plongeant pour attaquer, Thach appliquait la manœuvre qu'il a développée, la Thach Weave. En effectuant des virages synchronisés avec son ailier, il parvient à atteindre les attaquants dans une position vulnérable, leur permettant ainsi de riposter efficacement. Cette tactique, initialement expérimentée en vol d'entraînement, est mise à l'épreuve en situation de combat réel. Les résultats sont probants. Les Wildcats, bien que moins maniables que les Zéros. Cette victoire marquait un tournant dans la guerre du Pacifique, démontrant que l'ingéniosité tactique ait pu compenser la supériorité technologique.
Suite à ces succès, la Thach-Weave est rapidement adoptée par les pilotes de la marine américaine. Des séances de formation sont organisées pour enseigner cette manœuvre à l'ensemble des escadrons de chasse. Les instructeurs, tels que l'enseigne Edward Butch O'Hare, collaborant avec Thach pour perfectionner la technique et la diffuser à travers la flotte. Les pilotes apprenant à exécuter la manœuvre avec précision, synchronisant leurs mouvements pour maximiser son efficacité. Des exercices réguliers sont réalisés pour renforcer la cohésion et la réactivité des équipages. Cette adoption généralisée transformait la manière dont les combats aériens sont menés dans le Pacifique, offrant aux Américains une utile tactique puissant face à la menace japonaise. Malgré son efficacité, la Thach-Weave présente certaines limites. La coordination entre les pilotes est essentielle et toute erreur peut compromettre la manœuvre. De plus, face à des adversaires particulièrement expérimentés ou bien entraînés, la tactique peut être moins efficace. Des pilotes japonais, tels que la Saburo Sakai, parviennent à contrer la manœuvre en exploitant les failles dans la synchronisation des attaquants américains. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Les conditions de combat, telles que les conditions météorologiques variables et les contraintes de visibilité, peuvent également affecter l'efficacité de la Thach-Weave. Les pilotes doivent constamment s'adapter aux circonstances changeantes pour maintenir l'avantage tactique. L'introduction de la Thach-Weave a eu un impact profond sur le moral des pilotes américains. Face à un ennemi redoutable, ils acquièrent un sentiment de confiance et de maîtrise. La manœuvre leur offre une méthode concrète pour contrer la supériorité apparente des héros, renforçant ainsi leur détermination et leur esprit combatif. Les récits de pilotés, tels que ceux de l'enseigne O'Hare, témoignent de cette transformation. Ils évoquent la sensation de contrôle et de cohésion qui découle de l'exécution réussie de la Thach-Weave, contrastant avec la peur et l'incertitude ressenties lors des premiers engagements avec les héros. Au-delà de son efficacité tactique, la Thach-Weave a des répercussions stratégiques majeures. Elle permet aux forces américaines de réduire les pertes et d'infliger des dégâts significatifs à l'aviation japonaise. C'était une version de la dynamique de combat aérien contribue à l'affaiblissement progressif de la supériorité japonaise dans le Pacifique. La diffusion de cette tactique au sein de la marine américaine renforce la cohésion et l'efficacité des escadrons de chasse. Elle favorise également l'émergence d'une culture de l'innovation et de l'adaptabilité, des qualités essentielles pour faire face à un adversaire déterminé et ingénieux. L'héritage de la Thach-Weave perdure bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Elle devient un élément fondamental de la formation des pilotes de chasse, non seulement dans la marine américaine, mais également dans d'autres forces aériennes à travers le monde. La manœuvre est étudiée et enseignée dans les académies militaires, servant de modèle pour le développement de tactiques de combat aérien. Des décennies plus tard, lors de la guerre du Vietnam, la Thach-Weave est réintroduite et adaptée aux nouveaux défis du combat aérien moderne. Elle témoigne de la pertinence continue des principes tactiques fondamentaux, mais face à des technologies et des contextes de combat en constante évolution. La Thach-Weave illustre la capacité de l'ingéniosité humaine à surmonter les défis imposés par la technologie. Face à un adversaire technologiquement supérieur, les pilotes américains ont démontré que la coordination, la discipline et l'adaptabilité pouvaient renverser la situation. Cette manœuvre ne reposait pas sur la supériorité matérielle, mais sur la maîtrise de la tactique et la compréhension profonde des principes du combat aérien. En fin de compte, la Thach-Weave n'est pas seulement une technique de combat, mais un symbole de l'esprit combatif et de l'ingéniosité des pilotes américains durant la Seconde Guerre mondiale. Elle rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'innovation et la collaboration peuvent mener à la victoire.
La bataille de Midway et l'expérimentation réussie de la Thachweave, les pilotes américains commencent à saisir l'ampleur de son potentiel. La manœuvre, bien que simple en théorie, exige une discipline rigoureuse et une coordination parfaite entre les pilotes. Les instructeurs des escadrons organisant des séances intensives de répétition, simulant des attaques de zéro sur des Wildcats fictifs. Chaque mouvement, chaque virage, chaque réponse à l'attaque adverse est mesurée et corrigée avec une précision chirurgicale. Cette consolidation tactique n'est pas seulement un exercice académique, elle reflète une compréhension plus profonde du combat aérien, le rôle de la psychologie, de la discipline et de l'intuition collective. Les pilotes apprennent à anticiper les mouvements de l'ennemi, à créer des opportunités de tir et à protéger leur à l'aise. Le concept de l'allié comme prolongement de soi-même devient central. Chaque manœuvre exécutée dans la Thachweave dépend entièrement de la confiance et de la synchronisation. Alors que les pilotes américains commencent à appliquer la Thachweave de manière systématique, les forces japonaises rencontrent des surprises stratégiques. Les héros, autrefois considérés comme pratiquement invincibles, se heurtant à une résistance inattendue. La perception de la supériorité japonaise est ébranlée, provoquant une confusion et une anxiété croissante parmi les pilotes. Saburo Sakai, l'un des as japonais les plus respectés, témoigne plus tard de la frustration et de la désorientation ressenties face à ces nouvelles tactiques. Nous avions l'habitude que notre maniabilité soit absolue. Soudain, nous étions piégés dans des virages que nous ne pouvions pas contrôler. Cette dynamique psychologique influence la manière dont les Japonais planifient et exécutent leurs missions. Ils commencent à éviter les combats ouverts contre des formations de Wildcats, coordonnés, cherchant à attaquer par surprise ou à exploiter des erreurs individuelles. La Thachweave a ainsi un effet multiplicateur. Elle ne détruit pas seulement les héros matériellement, mais modifie la perception de la supériorité aérienne japonaise, ébranlant leur confiance et leurs doctrines. La mise en œuvre efficace de la Thachweave n'aurait pas été possible sans le soutien logistique et industriel américain. Les Wildcats F4F sont produits en masse, assurant une disponibilité constante pour les escadrons. Les équipages au sol, mécaniciens et logisticiens, jouant un rôle crucial, maintenant les avions en état optimal malgré les combats intenses. Le rythme de production élevé permet de compenser les pertes inévitables, et chaque avion réparé ou remplacé contribue à la continuité des tactiques. La coordination entre l'industrie et le front aérien devient un avantage stratégique majeur. Les États-Unis disposent d'un système capable non seulement de produire des avions, mais également de fournir un soutien technique, des pièces détachées et des munitions en quantité suffisante pour maintenir la pression sur les forces japonaises. La Thachweave fonctionne parce que l'infrastructure qui la soutient est fiable, rapide et flexible, illustrant l'interdépendance entre tactique, technologie et logistique. L'adoption de la Thachweave transforme profondément la formation des pilotes américains. Les académies de pilotage intégrent cette manœuvre dans le curriculum, enseignant non seulement la technique, mais aussi la psychologie du combat en formation. Les instructeurs insistent sur l'importance de la discipline, de l'observation et de l'anticipation. Chaque étudiant apprend que la coordination et la prévoyance sont aussi essentielles que la maîtrise de l'avion lui-même. Les exercices de simulation deviennent de plus en plus sophistiqués. Les pilotes sont mis en situation de stress élevé, confrontés à des scénarios réalistes où les héros attaquent en formation. Ces entraînements renforcent non seulement la compétence technique, mais aussi la résilience mentale et la capacité à rester calme sous pression. La Thachweave devient ainsi un vecteur de développement psychologique, préparant les pilotes à la réalité impitoyable du combat aérien. Face à l'efficacité croissante de la Thachweave, la marine impériale et japonaise tente de développer des contre-mesures. Les tactiques traditionnelles de dogfight sont réévaluées, et les pilotes sont encouragés à adapter leurs attaques, à exploiter la vitesse et l'altitude pour éviter les pièges.
Cependant, le manque de formation approfondie des nouveaux pilotes japonais limitait l'efficacité de ces contre-stratégies. La perte rapide des vétérans, combinée à l'insuffisance des heures de vol de leurs remplaçants, rend difficile la mise en œuvre de manœuvres complexes face à des escadrons américains bien coordonnés. Cette dynamique accentue l'effet psychologique de la Third Wave. Les pilotes japonais expérimentés commencent à reconnaître que leur supériorité technique ne garantit plus la victoire. La nécessité de s'adapter à un ennemi tactiquement agile crée un stress supplémentaire et érode la confiance. La supériorité aérienne japonaise, autrefois incontestée, est désormais remise en question par la combinaison de disciplines, d'entraînement et d'innovation américaine. Au-delà de ces applications immédiates, la Third Wave incarne un principe plus large. La capacité de l'innovation tactique à compenser les désavantages matériels. Elle illustrait comment des forces apparemment inférieures peuvent exploiter la créativité, la coordination et la discipline pour atteindre l'efficacité stratégique. Les historiens militaires considèrent souvent cette manœuvre comme un exemple paradigmatique de la supériorité intellectuelle sur la simple supériorité technologique. Dans le contexte plus large de la Seconde Guerre mondiale, la Third Wave préfigure d'autres innovations tactiques. Les Alliés continuent de développer des stratégies similaires où la coordination et la prévoyance remplacent l'avantage numérique ou technique. Cette approche contribue à la formation d'une doctrine américaine fondée sur l'adaptabilité, la flexibilité et l'exploitation intelligente des points faibles ennemis. La Third Wave affecte également la manière dont les pilotes perçoivent le risque et le danger. La possibilité de neutraliser un adversaire plus maniable crée un sentiment de contrôle et de confiance. Cependant, elle exige une vigilance constante et une communication sans faille. Les erreurs, même minimes, peuvent être fatales. Cette dualité confiance renforcée mais vigilance accrue devient un élément central de la psychologie de combat américaine. Les récits de vétérans révélant que l'exécution réussie de la Third Wave procure une satisfaction intense, mais qu'elle laisse également une conscience aiguë des conséquences potentielles d'une coordination manquée. Les pilotes apprennent à valoriser l'unité et la responsabilité partagée. Concepts qui transcendent la simple tactique et s'inscrivant dans une culture de la discipline collective. La réussite de la Third Wave fournit plusieurs leçons stratégiques cruciales. Premièrement, elle démontre que l'initiative individuelle et l'adaptabilité peuvent inverser l'équilibre des forces. Deuxièmement, elle souligne l'importance de la formation et de l'entraînement dans la création d'une force militaire efficace. Troisièmement, elle met en lumière la valeur des doctrines tactiques flexibles capables de s'adapter aux évolutions du champ de bataille. Ces leçons ne se limitent pas à l'aviation. Elles influencent la planification militaire américaine dans d'autres domaines, de la logistique à la stratégie navale, en passant par l'artillerie et les opérations combinées. La Third Wave devient ainsi un catalyseur de réflexion sur la manière dont les forces armées peuvent exploiter leurs avantages immatériels pour compenser les limites matérielles. À mesure que la guerre progresse, la matrice de la Third Wave et d'autres innovations tactiques contribuent à établir la supériorité aérienne américaine dans le Pacifique. Les escadrons de chasse américains, formés à la coordination et à l'adaptation, deviennent des forces redoutables capables de contrer même les adversaires les plus expérimentés. La combinaison de discipline, de formation et d'innovation tactique assure une efficacité constante, réduisant les pertes et maximisant l'impact sur l'ennemi. Cette supériorité aérienne devient un facteur déterminant dans les campagnes ultérieures, telles que les batailles des Philippines, de Leyte et des Mariannes. Les Japonais, incapables de compenser l'avantage tactique et industriel américain, voyant leurs pilotes expérimentés disparaître à un rythme accéléré, tandis que leurs remplaçants insuffisamment entraînés ne peuvent maintenir la cohésion des escadrons. Les influences de la Third Wave dépassent la durée de la guerre.
Elle est intégrée dans les manuels militaires et enseignée aux générations suivantes de pilotes. Les académies aéronautiques du monde entier étudient cette manœuvre comme exemple de coordination tactique et de stratégie adaptative. Les principes sous-jacents anticipation, communication, discipline collective restent pertinents dans le combat aérien moderne, même avec des avions et des technologies radicalement différentes. L'héritage de la THAAD n'est donc pas seulement tactique, mais aussi culturel. Elle incarnait une philosophie de combat où la préparation, l'intelligence et la coopération peuvent renverser des forces apparemment supérieures. Elle rappelle aux historiens et aux praticiens que la guerre n'est pas uniquement une question de machines ou de chiffres, mais de maîtrise humaine et de créativité. En fin de compte, la THAAD symbolise la capacité de l'innovation tactique à transformer le cours d'un conflit. Elle démontrait que, face à un adversaire techniquement supérieur, les pilotes américains pouvaient en exploiter leur discipline, leur coordination et leur ingéniosité pour inverser la dynamique du combat aérien. La manœuvre permit de sauver des vies, de réduire les pertes matérielles et de maintenir la pression sur les forces japonaises. L'histoire de la THAAD illustre également une vérité. Place large sur la guerre, la supériorité technologique seule ne garantit pas la victoire. La compréhension profonde de la situation, la capacité à s'adapter et l'exploitation des forces collectives sont souvent les facteurs décisifs. Pour les pilotes américains, cette manœuvre n'était pas seulement un outil tactique, mais un symbole de leur résilience, de leur créativité et de leur esprit de corps. Ainsi, la THAAD reste un exemple emblématique de la manière dont l'ingéniosité humaine peut surmonter la supériorité technique et changer le cours de l'histoire. Dans les archives, les mémoires et les manuels militaires, elle continue d'inspirer et de rappeler aux générations futures que la coordination, la discipline et l'adaptabilité sont des armes aussi puissantes que n'importe quel avion ou canon. Après l'adoption généralisée de la THAAD, le United States Navy commence à incorporer la manœuvre dans des opérations de plus grande envergure. Les escadrons de chasse ne l'utilisant plus seulement lors de duels isolés, elle devient un élément clé des missions de couverture des bombardiers et de défense des porte-avions. Les commandants des flottilles planifient désormais les routes des préaux, patrouillent les formations en tenant compte de cette manœuvre. L'efficacité des Wildcats en formation change la dynamique des batailles aériennes, permettant de protéger les forces d'attaque et de réduire les pertes d'appareils et de pilotes. Les pilotes expérimentés enseignant les subtilités de la THAAD à leurs collègues et aux nouvelles recrues. Ils insistent sur l'importance de la synchronisation. Un virage mal exécuté ou un retard de réaction peut être fatal. La manœuvre devient une discipline partagée, une seconde nature pour ceux qui la maîtrisent. Chaque escadron fonctionnait comme une unité interdépendante, où le succès individuel dépend entièrement du succès collectif. La répétition des engagements, où la THAAD neutralise l'avantage des zéros, a un effet cumulatif sur la psychologie des pilotes japonais. Les vétérans commençant à ressentir un sentiment de vulnérabilité croissant. La croyance initiale en l'invincibilité de leur avion s'est heurtée à la réalité des tactiques américaines. Chaque engagement perdu, chaque escadron décimé, renforce l'idée que les méthodes traditionnelles ne suffisent plus. Cette tension psychologique est aggravée par la perte rapide des pilotes, expérimentés, qui entraîne un déclin général de la compétence au sein des forces aériennes japonaises. Les nouveaux pilotes, souvent insuffisamment entraînés, manquent de l'expérience nécessaire pour improviser face à des tactiques inattendues. Le moral s'effrite et la peur s'installe, influençant la prise de décision et augmentant la probabilité d'erreur en combat. Face à cette menace, la marine impériale est tentée de développer des contre-stratégies. Certains commandants recommandent des attaques en altitude pour éviter la THAAD ou l'usage de tactiques de harcèlement et d'embuscades. Cependant, ces mesures sont souvent inefficaces en raison de la qualité réduite de l'entraînement et des nouveaux pilotes. Les vétérans, qui comprennent le potentiel de manœuvres complexes, sont trop peu nombreux pour diriger
et forment efficacement leurs unités. Les Japonais tentent également de modifier la conception des avions, introduisant des modèles légèrement plus rapides ou mieux armés. Néanmoins, ces ajustements ne compensant pas la perte de compétences et d'expérience, l'Athach-Weave, combinée à la discipline américaine, continue de dominer les engagements aériens et la supériorité japonaise s'érode progressivement. L'efficacité de l'Athach-Weave incite le US Navy à explorer de nouvelles manœuvres et formations, tirant parti de la coordination et de la communication entre pilotes. Les leçons apprises sont intégrées dans des doctrines plus larges, incluant la couverture mutuelle des bombardiers, les missions d'escorte prolongées et la gestion des carburants pour maximiser le temps de présence au-dessus du champ de bataille. Chaque engagement devient une opportunité d'expérimentation et de perfectionnement. Les pilotes américains, conscients des limites de l'Athach-Weave, développent des variantes et des ajustements en fonction de l'ennemi, des conditions météorologiques et du terrain. Cette capacité à adapter la tactique en temps réel renforce la supériorité aérienne et consolide l'avantage stratégique dans le Pacifique. Les mémoires et récits des vétérans américains révélant l'importance de l'Athach-Weave non seulement en tant que manœuvre technique, mais aussi en tant que symbole de résilience et d'ingéniosité. De nombreux pilotes racontent comment la coordination et la confiance entre coéquipiers ont permis de surmonter des situations apparemment désespérées. Ces récits illustrent la dimension humaine du combat aérien, la psychologie, l'intuition et la coopération sont tout aussi cruciales que la puissance des feux et la maniabilité de l'avion. Du côté japonais, les témoignages montrent une évolution du sentiment face aux engagements. La perte répétée de pilotes expérimentés et l'échec des stratégies traditionnelles alimentant un sentiment de fatalisme. Certains vétérans expriment leur admiration tardive pour la discipline américaine, reconnaissant que l'Athach-Weave a transformé des duels déséquilibrés en véritables épreuves de coordination et de stratégie. La diffusion de l'Athach-Weave influence profondément la formation des pilotes américains après-guerre. Les académies aéronautiques incorporant l'enseignement de la coordination en formation, de l'anticipation des mouvements ennemis et de la communication tactique. Ces principes deviennent des éléments centraux de la doctrine aérienne, préparant les nouvelles générations à un combat de plus en plus technologique, mais toujours fondé sur la discipline et la coopération. La manœuvre sert également d'exemple pédagogique pour la compréhension de la dynamique de groupe et de la psychologie du combat. Les instructeurs insistent sur l'importance de la prévoyance, de la lecture des intentions de l'adversaire et de l'anticipation des réactions des coéquipiers. Cette approche transforme non seulement la formation technique, mais aussi la culture opérationnelle des forces aériennes américaines. L'application réussie de l'Athach-Weave contribue à un avantage stratégique à long terme. La supériorité aérienne permet aux forces américaines de soutenir efficacement les débarquements, de protéger les convois et de réduire les pertes matérielles et humaines. Les Japonais, incapables de s'adapter rapidement, subissant des pertes croissantes et voyant leur capacité à projeter la force aérienne diminuer. Cette dynamique joue un rôle crucial dans la progression des campagnes alliées vers les Philippines, Okinawa et Iwo Jima. L'effet cumulatif de cette supériorité aérienne illustre comment une innovation tactique ciblée peut transformer l'équilibre global des forces. L'Athach-Weave, initialement conçue pour contrer les erreurs individuellement, devient un facteur clé dans la stratégie alliée à grande échelle, modifiant la manière dont les batailles sont planifiées et exécutées. Au-delà de ses applications militaires, l'Athach-Weave occupe une place dans la mémoire culturelle et historique. Elle est célébrée comme un exemple de créativité tactique et de coopération efficace. Les historiens la considèrent comme un moment où la supériorité intellectuelle et stratégique a surpassé la supériorité technique brute. Elle illustre la capacité des forces américaines à apprendre rapidement, à s'adapter et à exploiter les faiblesses de l'adversaire. Cette manœuvre est également un rappel de l'importance des individus et de leur formation dans le succès militaire.
La coordination, la discipline et la confiance mutuelle sont les piliers sur lesquels repose l'efficacité de la Tachweave. Son héritage perdure dans l'enseignement militaire et dans l'analyse stratégique, montrant que la guerre ne se gagne pas uniquement par les machines, mais par la maîtrise humaine. L'étude de la Tachweave offrait des enseignements pertinents pour la stratégie aérienne moderne. Elle démontre l'importance de l'innovation tactique face à des adversaires technologiquement supérieurs et la nécessité de l'adaptation constante. Les principes sous-jacents anticipation, cooperation, discipline et communication restent applicables aux conflits contemporains où la supériorité technologique seule ne suffit pas. De plus, la Tachweave souligne la valeur de la formation rigoureuse et de la préparation psychologique. Les pilotes qui comprennent la tactique et sont capables de l'exécuter sous stress sont capables de compenser des désavantages matériels. Cette leçon est intégrée dans les doctrines modernes, qui mettent l'accent sur la flexibilité, la coordination et l'innovation continue. La manœuvre a également un impact durable sur la psychologie militaire. Elle illustre comment la confiance mutuelle et la discipline collective peuvent renforcer la résilience individuelle et de groupe. Les vétérans américains rapportant que la maîtrise de la Tachweave générait un sentiment de contrôle et de sécurité, malgré la violence du combat. Cette dimension psychologique est essentielle, car elle permet de maintenir l'efficacité opérationnelle même dans des conditions extrêmes. Pour les historiens et les psychologues militaires, la Tachweave offre un exemple concret de l'interaction entre tactique, morale et performance humaine. Elle montrait que l'efficacité militaire dépend non seulement des armes, mais aussi de la manière dont les individus utilisent leurs compétences, communiquant et coopérant dans des situations de haute tension. L'influence de la Tachweave se manifeste également dans la doctrine militaire américaine post-Seconde Guerre mondiale. Elle inspire des approches similaires dans d'autres branches des forces armées, mettant l'accent sur la coordination et la discipline collective. Les leçons tirées de son utilisation sont appliquées à la formation de pilotes, à la planification de missions et à l'analyse des engagements ennemis. Les manuels militaires américains continuent de citer la Tachweave comme exemple de manœuvres tactiques réussies. Elle est étudiée dans le cadre de l'enseignement de la guerre aérienne, démontrant que la supériorité tactique et la préparation peuvent compenser des désavantages matériels et humains. L'héritage de cette manœuvre dépasse donc le cadre immédiat de la Seconde Guerre mondiale, influençant les générations futures de stratèges et de pilotes. En rétrospective, la Tachweave représente bien plus qu'une simple manœuvre aérienne. Elle incarne l'ingéniosité humaine, la discipline et la capacité d'adaptation face à un adversaire supérieur. Elle démontre que la victoire dépend autant de la maîtrise humaine et de la coordination que des machines et du nombre d'appareils. Cette manœuvre a changé le cours du combat aérien dans le Pacifique, a influencé la formation des pilotes et a laissé un héritage durable dans la doctrine militaire mondiale. Elle illustre également une leçon universelle. Dans toute situation de conflit, la préparation, l'innovation et la coopération sont des armes aussi puissantes que n'importe quelle technologie. La Tachweave reste un témoignage de la créativité tactique et de la résilience américaine. Elle montrait que même face à une supériorité technique apparente, la discipline, la coordination et la réflexion stratégique peuvent renverser la situation. Son héritage perdure non seulement dans l'histoire militaire, mais aussi dans l'enseignement de la stratégie, de la psychologie et de la coopération humaine dans des environnements extrêmes. Après l'adoption systématique de la Tachweave, la supériorité aérienne américaine se consolide progressivement dans le Pacifique. Les escadrons de Wildcats deviennent capables de défendre non seulement leur porte-avions, mais aussi les bombardiers et les convois de ravitaillement essentiels. La manœuvre transforme des affrontements qui auraient pu être désastreux en victoires tactiques mesurables, réduisant le nombre de pilotes et d'appareils perdus au combat.
Les tacticiens américains comprenant que la coordination et la discipline sont des multiplicateurs de force, amplifiant l'efficacité d'un appareil qui, individuellement, ne peut rivaliser avec les zéros en termes de maniabilité. Les engagements à grande échelle montrant que la Thach-Weave n'est pas seulement une réponse ponctuelle à un ennemi spécifique, mais un modèle applicable à divers scénarios. Les Wildcats, opérant en formations, doubles ou triples, utilisant la manœuvre pour couvrir les bombardiers B-24 et B-17 lors des raids de longue portée. L'efficacité de la technique permet aux pilotes américains de maximiser l'effet de chaque mission, protégeant des actifs stratégiques tout en infligeant des pertes disproportionnées aux forces japonaises. Face à ces revers, les commandants japonais tentent d'adapter leur doctrine. L'expérience acquise lors de combats initiaux, où les héros sont neutralisés, pousse certains à envisager de nouvelles tactiques, des attaques en piqué coordonnées, des embuscades et des frappes à grande altitude pour échapper à la Thach-Weave. Cependant, ces efforts sont largement compromis par la pénurie croissante des pilotes expérimentés et par la baisse de qualité de la formation. Les pilotes novices, confrontés à des adversaires utilisant des manœuvres inconnues, ne disposent ni du temps ni de l'expérience nécessaire pour comprendre et anticiper les tactiques américaines. Cette lacune génère un cercle vicieux. Les pertes élevées réduisant encore le nombre de vétérans disponibles pour former les nouvelles recrues, accentuant l'inefficacité globale. La supériorité japonaise initiale s'érode irrémédiablement, non pas à cause de la technologie, mais en raison de l'incapacité à maintenir un niveau de compétence opérationnelle suffisant. Les témoignages des pilotes américains mettant en lumière la dimension humaine et psychologique de la Thach-Weave. Les vétérans racontant des missions où la coordination parfaite entre coéquipiers a permis de transformer des situations critiques en succès. La confiance mutuelle et la communication constante deviennent des éléments essentiels de la survie. La manœuvre démontre que le pilotage n'est pas seulement un exercice individuel, mais un effort collectif où chaque décision compte pour la sécurité et l'efficacité de l'ensemble du groupe. Du côté japonais, les récits reflétant une combinaison de frustration et d'admiration pour les capacités américaines. La réalisation que la supériorité technique de leurs héros ne garantit pas le succès provoque une remise en question profonde des doctrines établies. Les vétérans rapportant une tension constante et une peur accrue, car les tactiques américaines exploitent chaque erreur ou retard dans la coordination. L'expérience psychologique de ces pilotes souligne la complexité des conflits aériens et l'importance de la préparation mentale. La mise en œuvre efficace de la Thach-Weave a également des répercussions sur la logistique et la planification des opérations. Les commandants américains intègrent désormais la manœuvre dans le calcul du nombre de pilotes nécessaires pour chaque mission, la répartition des avions et la stratégie de couverture. Chaque engagement est soigneusement planifié pour maximiser l'effet de la coordination, minimiser les pertes et maintenir un flux constant de supériorité aérienne. En parallèle, les forces japonaises sont contraintes de repenser leur approvisionnement et leur distribution de carburant. Les attaques inefficaces et les pertes de pilotes expérimentés réduisant l'efficacité globale de leurs missions, affectant la planification des offensives et la capacité à soutenir les opérations navales. La Thach-Weave devient ainsi un facteur stratégique qui influence non seulement le combat aérien immédiat, mais aussi la gestion globale des forces et des ressources. L'introduction de la Thach-Weave illustre un principe fondamental. L'innovation tactique peut inverser un avantage matériel apparent. Les commandants américains exploitent pleinement la manœuvre pour créer des opportunités, anticiper les mouvements ennemis et maximiser l'effet de chaque escadron. Cette capacité à adapter les tactiques en fonction de l'ennemi, des conditions météorologiques et des contraintes logistiques reflète un niveau de sophistication stratégique rarement atteint au début de la guerre. Chaque mission devient un laboratoire où les pilotes expérimentant, analysant et perfectionnant
leurs manœuvres. Cette approche proactive contribue à la supériorité aérienne et à la réduction des pertes, tout en renforçant la confiance et la compétence des équipages. La tahwīv n'est pas seulement un outil tactique. Elle incarne une philosophie de guerre basée sur l'adaptation, l'apprentissage et la coopération. L'efficacité démontrée de la tahwīv influence durablement la formation des pilotes. Les académies et centres de formation militaire mettant l'accent sur la coordination, la communication et l'anticipation des actions ennemies. Les exercices simulant des manœuvres complexes deviennent courants, préparant les recrues à des situations de combat réalistes. La manœuvre sert également à développer le jugement tactique et la prise de décision rapide sous stress. Cette formation approfondie produit des pilotes plus compétences et plus confiance, capables de gérer la complexité des combats aériens modernes. La tahwīv devient ainsi un élément central de la culture aérienne américaine, un exemple de la manière dont une innovation tactique peut transformer la préparation et la performance des forces. Après la guerre, l'héritage de la tahwīv continue d'influencer la doctrine militaire. Elle est étudiée dans les académies et les écoles de guerre comme un exemple de manœuvre tactique réussie et d'utilisation optimale de la coordination entre pilotes. Les principaux sujets sont anticipation, cooperation, discipline et communication sont appliqués à d'autres branches des forces armées et à des conflits modernes. La manœuvre démontre que la victoire dépend autant de la maîtrise humaine que de la technologie. Elle inspire une réflexion sur l'importance de la préparation, de l'entraînement et de la psychologie dans les opérations militaires, consolidant son rôle dans l'enseignement stratégique et la planification à long terme. La tahwīv a également un impact durable sur le moral et la psychologie des pilotes. Pour les Américains, elle représente un moyen de contrôler le chaos du combat et de renforcer la confiance dans la capacité collective à surmonter des défis. Pour les Japonais, elle devient un facteur de frustration et d'inquiétude, accentuant la conscience des limites personnelles et des faiblesses organisationnelles. Cette dimension psychologique souligne l'importance des facteurs humains dans le succès militaire. La maîtrise de la manœuvre contribue non seulement à la survie physique, mais aussi à la résilience mentale des pilotes, renforçant la cohésion et la confiance au sein des escadrons. Au-delà de l'aspect technique, la tahwīv est devenue un symbole de créativité et d'ingéniosité dans l'histoire militaire. Les historiens la considèrent comme un exemple de supériorité intellectuelle face à des défis matériels, illustrant comment une tactique bien exécutée peut inverser l'équilibre des forces. La manœuvre est étudiée et célébrée comme un moment où la discipline, la coopération et l'innovation ont permis de surmonter des adversités apparemment insurmontables. Les vétérans racontant l'impact émotionnel et collectif de la manœuvre, montrant qu'elle a façonné non seulement les résultats immédiats du combat, mais aussi la mémoire et l'identité des forces aériennes américaines. Elle devient un témoignage de l'efficacité du travail, d'équipe et de la préparation dans des environnements extrêmes. La réflexion sur la tahwīv offre des leçons pour la stratégie aérienne moderne. Elle démontre que l'innovation tactique et la coordination peuvent compenser des désavantages matériels et que la supériorité technologique seule ne garantit pas le succès. Les principes fondamentaux anticipation, communication, discipline et coopération restent pertinents pour les conflits contemporains, où la complexité et la rapidité des engagements exigent une maîtrise stratégique et humaine. En analysant cette manœuvre, les stratèges modernes comprennent que l'adaptabilité, l'apprentissage continu et la capacité à exploiter les faiblesses ennemies sont essentielles pour maintenir un avantage durable. La tahwīv illustre que la réflexion et la préparation sont des multiplicateurs de force aussi puissants que n'importe quelle machine. Enfin, la tahwīv occupe une place durable dans la mémoire historique. Elle est étudiée non seulement pour ses implications tactiques, mais aussi comme un symbole de l'ingéniosité et de la résilience humaine. Son héritage perdure dans l'enseignement militaire,
la formation des pilotes et l'analyse stratégique, offrant un modèle de coordination, de discipline et de créativité applicable bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Cette manœuvre rappelle que, dans le conflit armé, la maîtrise humaine, la préparation et la coopération peuvent transformer la dynamique d'une bataille. La Thach-Weave est un témoignage de la manière dont l'ingéniosité tactique et la discipline peuvent renverser des situations apparemment défavorables et façonnent durablement l'histoire militaire. À suivre, deux autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.